Mais quand on pense Henri Verne, on a toujours un rapport avec Jules Verne. Est-ce qu'il y a un rapport avec les deux? Oh non, il n'y a pas de rapport, parce qu'en réalité, mon nom, c'est Henri Vernès. Vernès? Vernès, mais comme on ne met jamais d'accent sur les majuscules, sur les lettres capitales, quand on a écrit mon nom sur le premier Bob Moran, on a écrit Henri Verne sans l'accent, et alors l'habitude a été prise, et maintenant on dit Henri Verne. Mais en réalité, c'est Henri Vernès. Vernès. Comment est né Bob Moran? Comment? Il est né. Oh, il est né il y a, je crois maintenant, 37 ans, et exactement fin 53. J'ai écrit le premier La Vanne infernale. Et bon, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de héros pour jeunes. Il n'y avait pas la télévision comme maintenant, tout au moins elle balbutiait encore. La bande dessinée n'avait pas fait le rush qu'elle a fait 10 ou 15 ans plus tard. Et comme j'avais beaucoup voyagé, j'avais été journaliste, bon, je me dis, tiens, je vais faire une série pour jeunes, mais bon, ça restait à l'état de projet. Et Jean-Jacques Skellens, qui dirigeait les éditions Marabout, m'a contacté. Il avait envie, lui aussi, pour sa nouvelle collection Marabout Junior, de sortir un héros à suite. Il m'a contacté par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle toujours d'ailleurs Bernard Revelmans, celui qui s'occupe des animaux ignorés. Et bon, comme ça, j'ai écrit un premier Bob Moran, j'en ai écrit un deuxième, et maintenant j'en ai écrit 161. Et c'est pas tout. C'est fini. C'est pas fini. Et quel caractère avez-vous donné à Moran? Parce qu'on voit son caractère, mais est-ce qu'il y a des caractères communs entre vous et Bob Moran? Ben, c'est-à-dire caractère commun, on ne peut pas dire, parce qu'il ne faut pas exagérer, hein. Bob Moran est un héros de papier, et moi je ne suis pas un héros du tout. Mais il est certain que dans les réactions de Bob Moran, dans ses goûts artistiques, il a beaucoup de mes goûts à moi. Il est né un 16 octobre comme moi, mais pas en 1918 comme moi, beaucoup plus tard. Et là s'arrête la similitude. Hein. Pour le reste, c'est un personnage libre qui ne doit pas travailler parce qu'il a une certaine fortune, il gagne un peu d'argent, même assez bien, je suppose, en faisant du journalisme, il découvre un trésor de temps en temps, mais son caractère au départ n'était pas tellement fixé. Bon, c'était un beau garçon, grand, costaud, très droit, dans l'esprit un peu de l'époque, c'était pas l'anti-héros qu'on a fait par la suite. Et c'est pour ça dire qu'il se prolonge très loin dans le temps parce qu'il a une carrure très classique, psychologiquement. Donc c'était vraiment le chevalier des temps modernes, le défenseur de la veuve et l'orphelin. Mais au cours des années, des livres, tout a changé. Moi-même, j'ai changé, je n'écris plus de la même façon. Après 37 ans, je ne pense plus tout à fait de la même façon, heureusement d'ailleurs. Et le personnage s'est un peu transformé en cours de roman après roman. Il a pris une autre épaisseur en gardant toujours les mêmes traditions de chevalerie et de droiture. Avec de temps en temps un petit écart humain, mais ça ne va pas plus loin. Il a un peu évolué quand même. Moi j'ai lu un de vos derniers romans, il était quand même beaucoup plus violent que dans les premiers. Oui, c'est peut-être un peu plus violent maintenant, oui, peut-être, mais ça a toujours été violent. Moi, je sais pas, même dans l'écriture, ça paraissait un peu plus. Oui, justement, dans l'écriture, c'est certain que mon écriture a changé. J'avais une écriture un peu plus longue jadis, et maintenant, j'ai plus tendance à écrire en phrases un peu plus courtes, plus rapides, plus effectives que jadis. Mais ça, c'est l'évolution de la mode de l'écriture. Pourquoi est-ce que vous lui avez adjoint Bill Ballantine au bout d'un certain temps? Parce qu'au début, ses aventures, il les faisait seul. Non. Dans la première aventure, La Vallée infernale, parue fin 53, Bill Ballantine est déjà dedans. Déjà dedans? Oui, il est dans presque toutes les aventures au début, mais il y a quand même quelques aventures dans lesquelles il n'y est pas. Et par la suite, je l'ai trouvé indispensable parce qu'il est le repoussoir physique de Bob Moran, qui c'est un peu, bien que Bob Moran soit costaud, c'est un peu la tête et les jambes. Mais ça me permet aussi un personnage comme Ballantine, puisqu'il est pas britannique mais écossais.
Ballantine, donc lui, il est un peu la force, mais il a quelque chose de rigolard. Si je peux faire un peu d'humour, je le fais avec Bill Ballantine. Et en plus, ça me permet, quand Bill Ballantine est présent, de faire des dialogues, ce qui rend le récit beaucoup plus vivant que quand Bob Moran est seul, confronté à des ennemis, tandis que quand Bill est avec lui, ils échangent des vues. Il y en a un qui dit il ne faut pas y aller, parce que l'autre dit mais non, il faut y aller, au contraire, vous êtes toujours curieux, ça vous jouera un mauvais tour, un jour commandant. Ça me permet de donner de la vie au récit. Vous avez jamais eu envie d'arrêter d'écrire Bob Moran? Oh, j'ai déjà eu envie d'arrêter, mais enfin bon, qu'est-ce que je ferais d'autre? Et puis bon, le personnage marche bien, le personnage est sympathique, j'ai du public, pourquoi s'arrêter, hein? Je suis en bonne santé, on verra, hein? On verra. Les moteurs, on ne les arrête pas, ils s'arrêtent d'eux-mêmes, hein, faute d'essence. Non, mais vous n'avez pas une certaine lassitude au bout d'un moment? Vous n'avez pas eu envie d'écrire autre chose que Bob Moran? Oh oui, j'ai écrit une série de policiers au Fleuve Noir, une série un peu plus dure. J'en ai fait 11 et puis finalement, je suis revenu au bon vieux Bob. Vous n'avez pas été tenté de faire un peu comme San Antonio, c'est-à-dire essayer de faire un peu justement les deux, le front? Oui, mais c'est un peu différent, San Antonio et moi. Enfin, Frédéric Dard et moi. Parce que Frédéric Dard, c'est un homme qui ne peut pas faire sans écrire. C'est un vice chez lui. Tandis que moi, je peux faire sans écrire. Hein? Je pourrais aussi faire des grands romans. J'ai envie de faire des gros romans comme ça, genre les romans de Frédéric Dard. Mais je ne suis pas un fanatique de l'écriture. Ça vous arrive d'être en panne d'inspiration? Non, en panne de courage, oui. Ça, oui. On calculait dans la chambre tout à l'heure, comme ça, mais en fait, vous avez un rythme d'environ 4 aventures par an. Oui, pour le moment, chez Marabout, j'en faisais 6 par an. Pour le moment, au Fleuve Noir, je fais encore 3 nouveautés par an et j'en réédite 9 anciennes aventures que je réédite après les avoir un peu retravaillées, un tout petit peu retouchées, justement un petit peu C'est un petit peu réécrit. rendu mon style un peu plus concis, mais pas beaucoup, vous savez, pas beaucoup. C'est pour ça que les titres changent. Les titres ne changent jamais. Si, on a vu les Dents du Tigre, les Cavernes d'Acier. Oui. Le deuxième titre, c'est C'est un cas à part. C'est un cas à part. C'est un cas à part. Parce que les Dents du Tigre étaient faits à l'origine en un gros volume. Et ce gros volume, pour le rééditer, comme on ne voulait pas le rééditer en gros volume, on l'a coupé en deux. Et déjà dans le gros volume, le bouquin était en 2 parties, les Cavernes d'Acier, mais seulement j'ai encore changé le titre, là, les Algues du Pôle, parce que cette seconde partie s'intitulait de la même façon qu'un autre roman plus tard. Mais c'est un cas vraiment spécial et unique. Pour le reste, les titres ne changent jamais. Vous avez choisi le mauvais exemple. À propos des Dents du Tigre, justement, c'est un film c'est un livre qui a été écrit pendant la guerre froide, j'ose près. Oh oui, c'est un livre qui a été écrit pendant la guerre froide, oui, bien sûr, oui, oui. Et en fait, le méchant, vous le décrivez pratiquement la Troisième Guerre mondiale, et le méchant, c'est la Chine populaire, enfin, ça s'apparente à la Chine. Oui, c'est la Chine, mais enfin, c'est pas la Chine populaire, hein, puisqu'elle est dirigée à ce moment-là par un empereur qui s'appelait, je crois, l'empereur Kuo-Chan. Ça peut être Mao, c'est possible, mais enfin, bon, vous savez, dans ces cas-là, il faut trouver un ennemi, hein. Vous n'avez pas fait d'analogie avec... Non, je n'ai pas fait de politique, non. De toute façon, vos ouvrages n'ont jamais été politisés. Non, c'est pas politisé, Bob Moran n'est pas politisé. J'évite de faire de la politique parce que j'ai des lecteurs aussi bien à droite qu'à gauche. Ce que je suis, ça c'est autre chose. Mais bon, quand je devais faire un récit de guerre, où il était question de guerre dans les Bob Moran à une certaine époque, je suis quand même un homme de l'Ouest, qu'on le veuille ou non, hein. Ouais. L'ennemi était nécessairement quelqu'un de l'Est. Mais de là à faire vraiment de la politique, non. Et puis je n'ai jamais vraiment nommé
La Chine, oui, je l'ai nommé, notamment dans Les Dents du Tigre. Mais je n'ai jamais nommé l'URSS. J'ai toujours parlé d'un pays de l'Est, d'un ennemi, avec des noms russes, mais je n'ai jamais cité l'URSS. Ça va me créer des problèmes maintenant, quand on n'a plus d'ennemis maintenant. Hein. Oui, c'est dur, hein. Il paraît. Vous avez fait un roman, l'URSS, enfin, sur l'URSS, les gens de la taïga, Qui n'est pas politisé du tout, hein. Ah non, loin de là. Mais... Qui n'est pas politisé du tout. Ça va plutôt pour la détente. Il est très bien reçu, et bon, il y a un savant russe qui est dingue, mais comme il y en a partout, il y a des savants américains dingues dans les Bob Moran, des Français, des Belges, c'est sans problème. Bon, j'en ai fait d'autres qui se passent en Russie, hein, il doit encore en avoir un ou deux. Il n'y a jamais un problème politique, direct. Quand je parle de l'URSS, notamment dans les géants de Taïga, ça se passe parfaitement bien, ils s'entendent bien avec les soviets. D'ailleurs, on pouvait bien s'entendre avec eux, parce que la preuve, c'est qu'il y a la perestroïka. Quand vous écrivez un roman, quelle est votre approche au départ? Ah, mon approche au départ, j'aime bien souvent d'avoir un bon titre. Hein. C'est très important, un bon titre. Et alors, je me sers d'une idée de faits divers, de découvertes scientifiques, d'un truc de politique internationale. Et alors, je commence un premier chapitre, j'ai une idée très vague de l'ensemble, je commence un premier chapitre, et en cours de rédaction, l'action se monte, parce que je n'écris jamais la fin comme je l'ai pensé avant de commencer. Vous allez au fur et à mesure, vous ne faites pas de plan Non, j'ai une idée très générale que je ne respecte d'ailleurs presque jamais. C'est écrit au fil des pages que ça... Non, très souvent je suis au milieu du bouquin et je ne sais pas comment ça va finir. Pourquoi Moran est-il français, justement? Ah, parce que l'esprit vient de France, n'est-ce pas? Ah, je sais pas, c'est à vous de le dire. Non, il est français parce que je suis de culture française, primo, mon père était français. En outre, j'écris quand même pour un public francophone, donc le centre de la francophonie, c'est la France. Et Bob Moran est français, parce que bon, si j'avais été américain, il aurait été américain. J'aurais été très heureux d'ailleurs, parce que si j'avais été écrivain américain, j'aurais 20 hectares en bord de mer à Jean Cap Ferrat maintenant. Hein. C'est plus de bonne chance. Hein. Oui. Et j'aurais déjà quelques films faits par Spielberg. Ça vous plairait que Spielberg mette en scène Moran? Ah, il pourrait très bien le faire. Hein. Mais est-ce que vous, l'idée vous plairait? Bon, je ne vais pas dire non, mais c'est Spielberg. Si vous deviez choisir un réalisateur pour mettre en scène Bob Moran, vous choisiriez qui? Oh, ça c'est difficile, ça. C'est difficile. Il y avait déjà eu des projets qui ont essayé de se monter de Bob Moran au cinéma. Oui, il y a des projets qui se sont montés, mais bon, pour le moment, il y a un projet très très sérieux qui est très en route pour des séries de télévision. Heureux, à nouveau, parce que les premières n'étaient pas... Mais au départ de France, hein. Des séries de télévision de 52 minutes. Ah oui, donc déjà plus sérieuses que celles qui avaient été faites. Ah oui, mais ça a été fait à une époque, au début de la télévision, où bon, on se contentait de peu, hein. Oui, vraiment un peu. Oui, mais enfin, bon, ces films ont du succès. Ils repassent encore maintenant. Ça fait quand même déjà 4 fois que la 5 repasse. C'est passé sur la 2, et que nous n'aimions pas. Ça, c'est une chose. Mais le public peut l'aimer, finalement. Le public n'a pas aimé. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de cette série? Pour moi, j'aime pas. C'est pas bon. Mais comment est-ce que vous avez été contacté, justement, pour cette série télé? C'est passé entre l'éditeur et puis la maison de production, ou vous aviez vraiment un droit de regard? On a toujours un droit de regard, hein, que le réalisateur et le producteur respectent plus ou moins. Hein. Mais vous savez, ça c'est une chose, dès qu'on accepte de faire du cinéma ou de la télévision, c'est une traduction du personnage, et le personnage est toujours un peu trahi. Il a été bien trahi quand même dans la série. Pas tellement, seulement les films n'avaient pas de moyens, c'était fait sans moyens. C'était des films de télévision de l'époque, vous savez, c'était l'époque d'Anouk Aimée, du Capitaine Troy. Quand vous voyez tout ça, c'est pas très joli non plus. Hein. Oui, non, mais je me rappelle d'un épisode qui se passait aux États-Unis. Je ne me rappelle plus quel livre a été adapté. Et on voyait Bob Moran en touriste avec un chapeau de cow-boy, des pistolets en plastique qui faisait you-you comme le côté tarte, un chapeau de cow-boy qui n'était d'ailleurs pas un chapeau de cow-boy.
Oui, bien sûr, c'est ce que j'appelle le côté tarte de la réalisation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais nous, on le remarque, je ne sais pas si le public le remarque. Hein. Bon, je pense que ceux qui lisent Bob Moran l'ont remarqué quand même. Ouais, ceux qui lisent Bob Moran, d'accord. Et encore, vous savez, il y a un club Bob Moran, ils sont tous sur leur magnétoscope pour enregistrer ces vieux films, et ils se les remontrent, et ils se les regardent. Vous en avez gardé les épisodes de la série télé? C'est-à-dire, moi, on me les a mis sur cassette, je les ai chez moi, mais je ne les ai jamais regardés. Au début, la première fois que vous les avez vus, quelle était votre réaction? Quand on vous les a montrés dans les années... Vous savez, à l'époque, ça se passait il y a 25 ans. À l'époque, on était relativement contents parce qu'on n'avait pas de point de comparaison. On avait justement Capitaine Troy, Anouk Aimée, et des trucs pareils. Bon, on était dans la normale. Hein. Mais alors maintenant, bien sûr, on a eu toutes les productions américaines, les productions à costume français, genre Dame de Montsoreau, qui sont des trucs très bien faits. Alors là, on devient difficile. Mais je pense que le public lui réagit fort au premier degré. Hein. De toute façon, que ça a été mal fait ou bien fait, ça a été fait, on ne peut rien y changer, il faut faire avec. J'espère que les autres, ce sera mieux. Là, vous avez plus de pouvoir dessus ou pareil que la première fois? Non, pas plus, mais il est possible que les producteurs sont un peu plus intelligents, bien que j'en doute. Mais vous allez collaborer à l'écriture du scénario vous-même? Ah, c'est-à-dire, comme il y aura déjà 13 scénarios au départ, pas question de faire les 13. Hein. Ah ouais. C'est un travail de dingue. Alors peut-être que j'en fais 2-3 pour m'amuser. Mais pour le reste, il y aura différents scénaristes. Ce sont des adaptations de romans? Oui, de romans, oui. Après 161 Moran, est-ce qu'il y en a un dont vous pouvez dire que c'est celui que vous préférez? Oh, un que je préfère, non, mais disons un genre que je préfère, c'est probablement la série des ombres jaunes qui se passe dans les voyages dans le temps, au Moyen-Âge, tout ça. Le cycle du temps? Oui, non, le genre de la cité de l'ombre jaune, tout ça, les jardins. Chez Marabout, ça appelé ça le cycle du temps. J'ai appelé ça le cycle du temps, c'est vrai. Je vais d'ailleurs le refaire avec la même marque au Fleuve Noir. Ça, c'est la série qui me plaît le plus parce que, comme c'est très fantaisiste, ça m'a permis beaucoup de m'amuser, de me raconter des histoires. Vous aimez le fantastique, la science-fiction, vraiment? Oui, j'aime bien le bon fantastique et la bonne science-fiction. Il n'y a pas beaucoup de bons livres fantastiques, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Au niveau technique, j'ai remarqué, là, j'en ai un encore dans mon sac, et au niveau technique, vous poussez toujours assez vos descriptions tant de lieux que même de machines. C'est un plaisir personnel de pousser les descriptions? Les descriptions techniques, oui. Non, c'est pas un plaisir personnel, mais je crois que c'est une sorte d'apport au roman, une sorte d'armature au roman qui est indispensable. Et en même temps, je pense que le lecteur aime bien d'apprendre quelques petits trucs techniques, d'avoir des descriptions pas trop longues, mais quand même qui lui situent bien l'endroit. Et c'est en même temps un apport pour la véracité du roman. Vous compulsez des ouvrages scientifiques pour avoir des... Oui, et si ce sont des pays que je n'ai pas visités, je compulse des ouvrages de gens qui l'ont visité avant moi. Sauf que c'est pas difficile, ça, il suffit de prendre un bouquin, on donne l'impression d'en avoir lu 50. Vous voyagez beaucoup? Oui, je voyage beaucoup, oui, je voyage encore. J'ai arrêté un certain moment, maintenant je me remets à voyager. J'étais en Corée l'année dernière, je suis invité en Guyane française, ici au mois d'avril et du mois de mai. En septembre, je suis invité en Israël. Je suis surtout beaucoup invité, alors j'en profite. Et l'année prochaine, j'ai l'idée de faire tout le Brésil profond, l'Amazonie, tant qu'elle est encore là. Il faut en profiter. Tant qu'il y a encore quelques arbres. Vous avez fait quelques ouvrages sur oui, bien sûr. l'Amérique du Sud. Oui, mais j'y suis allé de nombreuses fois. Hein. Quel pays qui vous plaît le plus au niveau géographique? Oh, moi, j'aime assez bien l'Amérique du Sud, j'aime bien les Antilles, j'aime bien Haïti, j'aime bien l'Extrême-Orient, sauf les villes qui sont trop occidentalisées. Mais enfin, quand on
Dans des villes en Extrême-Orient, on retrouve encore un peu la vieille Corée, la vieille Chine, on retrouve encore très bien. Oh. Bon, j'aime à peu près tous les pays, il n'y a pas de pays que je n'aime pas, sauf la Belgique. Je crois qu'on a tous le même problème, les pays où on se trouve, c'est celui qu'on aime le moins. Bien sûr. Ben, c'est-à-dire, ça dépend, les pays ont tellement changé, sont devenus tellement invivables. J'ai vécu longtemps à Paris, dans les années 47, 48, 49, 50, j'ai vécu 5-6 ans là-bas, j'habitais Paris, qui est Saint-Michel, donc j'étais là vraiment à pied d'œuvre. Évidemment, c'était fabuleux cette époque, c'était l'époque de Saint-Germain-des-Prés, il y avait une vie nocturne à Paris extraordinaire, et c'était une ville où il faisait bon vivre, et maintenant ce n'est plus ça, hein. C'est une ville très fatigante, il n'y a presque plus de vie nocturne, mais je crois que c'est le lot de toutes les capitales. Vous savez, ici, Bruxelles était un petit paradis il y a 20 ans, maintenant cette ville est devenue un enfer, laide, sale, et c'était une si belle petite ville. C'est parce que vous avez habité au quartier latin que Morane habitait Voltaire? Oui, oui, c'est sûr, c'est pas loin d'où j'habitais. Hein. Il suffit de traverser la place Saint-Michel et il y avait le quai Conti et puis on y était. Hein. Il a changé de voiture aussi? Oui. Oui, il a changé de voiture. J'étais un peu déçu d'ailleurs, il a plus sa Jaguar. Mais sa Jaguar, elle avait brûlé dans un truc. Hein. Oui, mais il en avait racheté une autre. Oui, mais moi j'avais une Jaguar à l'époque. Hein. Alors bon, j'avais une Jaguar à l'époque. Et puis comme c'était un camion, je m'en suis défait. Je regrette d'ailleurs, j'aurais dû le mettre dans un garage et la garder. Hein. Et alors maintenant j'ai des Spider Alfa Romeo, alors lui il roule en Alfa Romeo. Non, c'est pour ça. C'est ça, hein. Mais il a une 205. Il y a une 205 aussi? Il a une 205 pour la ville à Paris. Là, je vais me faire payer très cher par Peugeot. Parce que bon, il ne faut pas pousser. Hein. J'ai vu dans le dernier là, que j'ai lu, l'ombre jaune sur l'intérieur, il a une Corvette. Ah oui, je lui ai offert une Corvette, oui, c'est vrai, oui. C'est quand même mieux qu'un Spider Alfa Romeo, quand même, une Corvette. Oui, ça va pas beaucoup plus vite, hein. Ah bon? Non. Non, c'est pas très rapide une Corvette. Il ne faut pas croire que... Si, ça déménage, hein. Par rapport à ce qu'on fait maintenant, c'est... Oui, mais attention, ça déménage. Une Corvette, ça déménage comme une Bugatti, hein. Non, pas une Bugatti, qu'est-ce que je raconte, moi, l'italien, là. Une Ferrari? Ça déménage comme une Ferrari, hein. Ouais, mais enfin, c'est sur 50 mètres, quoi. Après, il n'y a plus personne. Exactement. J'ai fait le test aux États-Unis. Ça roule 180, 190, pas plus que ça, une Corvette, hein. Non, comme un Spider Alpha. On est pas loin de la Jaguar. C'est nerveux. Seulement, c'est un beau truc simple, c'est une belle machine, bien trapue, comme ça, bien profilée. Il va changer. Vous aimez bien les voitures de sport? Ouais, j'aime bien une voiture. Moi, j'ai toujours des voitures de sport. Pas que je sois un pileur, pas que je sois un fonceur, non. Mais vous savez pourquoi j'ai des voitures de sport? Ça m'oblige à me baisser pour y entrer. Et ça me permet de garder ma souplesse. Riez pas, c'est pas con. Hein. Ouais, vous économisez les cours de gym? Non, je fais de la gym aussi. Au niveau des arts martiaux, là aussi, c'est un point commun entre vous et Bob Moran? Oui, ben bon, moi j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait surtout beaucoup de jiu-jitsu. Mais bon, Bob Moran est beaucoup plus fort que moi. Lui, il est, je sais pas où il en est, mais il est certainement au 3e ou 4e dan. Hein. C'est ce qui explique les descriptions aussi très précises. Dans les oui, ça, je suis très documenté, puis je connais quand même un peu les arts martiaux. Vous savez, on a des livres, hein. Ah bah oui. Bon. Mais vous êtes allé à Hong Kong, dans ces pays-là, pour voir un peu ces arts martiaux ou... Non, il faut pas aller là-bas pour apprendre les arts martiaux. Vous savez, on les apprend aussi bien ici. Hein. On est aussi fort en arts martiaux que les Japonais maintenant. Hein. Pourquoi l'ombre jaune, Miss Ilang-Ilang et tous ces gens-là étaient-ils des Asiatiques? Oh, ça c'est un hasard. C'est un hasard, parce que, bon, on se frappe Miss Ilang-Ilang, l'ombre jaune sont des Asiatiques. Bon, c'est vrai, mais à côté de ça, il y a 500 personnages qui ne sont pas des Asiatiques. Alors pourquoi? C'est les plus marquants, c'est des... Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'Asie secrète, l'Asie mystérieuse, ça frappe toujours les gens. Hein. Ça frappe toujours. Hein. Miss Ilang-Ilang, vous êtes inspiré par quelqu'un? Non, Ilang-Ilang est une fleur. Hein. C'est une plante qui sent très bon, qu'il y a partout aux Philippines, en Chine, dans le site de la Chine, tout ça. J'ai trouvé que c'était un beau nom. Quant au personnage, disons qu'elle pourrait être vaguement inspirée par la Dragon Lady de Milton Caniff.
connaissez, hein? Je l'ai entendu le nom, mais... C'était une sorte de femme pirate, très, très sexy et très sophistiquée de la bande dessinée de Milton Caniff. Et l'ombre jaune, Fu Manchu Non. C'est-à-dire que l'ombre jaune, je l'ai créé d'abord un chinois rasé, comme ça, qui n'avait pas de main de fer au début, enfin de main postiche au début. Et puis, bon, peut-être que par la suite, il s'est mis à ressembler à Fu Manchu. De toute façon, vous ne m'auriez pas dit ça si ça avait été un Européen. C'est le fait qu'il soit asiatique qu'on le compare à Fu Manchu. Mais en réalité, c'est un autre mauvais. C'est parce que c'est probablement le seul asiatique qui soit un criminel d'une telle envergure auquel on puisse le comparer. Oui, c'est quand même des gens très puissants. Oui, c'est vrai, mais je crois que l'ombre jaune est beaucoup plus fort que Fu Manchu. Parce que lui, il a la science moderne que Fu Manchu n'avait pas encore, puisque cette science n'existait pas. Ça a quand même été écrit dans les années 1900, les Fu Manchu. Et pourquoi l'ombre jaune, on vous fait un personnage, c'est un personnage quasi régulier et immortel? Est-ce que c'était prévu déjà dès le départ, dès le premier roman? Non, mais je l'ai fait immortel parce que j'étais amené très souvent à le tuer. Hein? Alors, si je ne l'avais pas rendu immortel, bon, ce serait fini. Hein? Alors, un jour, je me suis dit, bon, maintenant je le tue, mais il faut quand même trouver le moyen de le ressusciter. Alors, j'ai inventé cette fameuse machine, ce duplicateur, là, qui automatiquement le répète et le répète et le répète. Bon, voilà, je l'ai fait pour qu'il ne meure pas, quoi. C'est un peu un de vos héros, en fait, l'ombre jaune. Vous l'aimez bien quand même, l'ombre jaune? Ah, moi j'aime bien, oui, bien sûr. C'est toujours, c'est dans un roman, hein, comme dans un film, c'est toujours le mauvais qui est le véritable héros. Sans mauvais, il n'y a pas de bons films ni de bons romans. Le mauvais est indispensable, on pourrait même presque supprimer le bon du moment que le mauvais y est bien placé. Vous n'avez jamais tenté justement d'écrire un roman où le personnage serait entièrement mauvais? Un mauvais qui serait vraiment le héros, à la limite. Oh, c'est possible, hein, mais bon, comme j'écris Bob Moran et que Bob Moran est un bon, je suis bien obligé, quand j'écris des Bob Moran, de mettre Bob Moran dedans. Hein. Mais moi j'ai vu un cycle, quand vous avez fait le cycle d'Alan Kay. Oui. J'ai été surpris d'une part le style littéraire qui n'était pas tout à fait le même, et j'ai été surpris aussi de voir que ce soit Bob Moran comme histoire. Ça paraissait être une histoire totalement à part. Oui, parce que j'avais imaginé à ce moment-là de faire une série un petit peu en dehors de Bob Moran, mais avec Bob Moran, et puis avec l'éditeur, ça ne s'est pas arrangé. D'ailleurs, les deux derniers volumes d'Alan Kay sont des volumes simples, et c'est un peu le moment où j'ai un peu transformé mon style, que j'ai cherché un peu à écrire différemment. Les aventures de Bob Moran, le style a un peu changé après Alan Kay? Oui, après Alan Kay, le style a un peu changé, oui. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler en phrases plus courtes. Oui, parce que même les personnages sont un peu plus durs. Oui, un peu plus durs. C'était un moment, j'ai cherché aussi à un certain moment à adultifier Bob Moran. Et finalement, ça n'a pas été très probant. Est-ce que vous avez des problèmes avec Marabout? Parce que Marabout a abandonné Bob Moran, ça a bien duré 20 ans à peu près, non? Non, Marabout n'a pas abandonné Bob Moran, c'est moi qui ai abandonné Marabout. Ne pas confondre. C'est-à-dire que l'ancienne société Marabout s'étant trouvée en faillite, je n'ai pas re-signé un contrat avec la nouvelle maison Marabout. Et c'est pas plus bête que ça. Il y a eu une période où vous avez été à la librairie des Champs-Élysées, je crois? Oui, j'ai fait un ou deux essais malheureux à la librairie des Champs-Élysées. D'ailleurs, la librairie des Champs-Élysées, à ce moment-là, c'était justement Christian Polanski qui était directeur des Champs-Élysées. À ce moment-là, ils avaient lancé toute une série de collections, une série d'anticipation, une série fantastique, Harry Dixon, Les Genrés et Bob Moran. Et aucune de ces séries n'a marché. Ouais, pourquoi? Je n'en sais rien. Alors ils ont abandonné toutes les séries. Alors la bibliothèque verte m'a demandé de les reprendre. Et là, c'était un mauvais truc. Je me suis fâché avec eux parce qu'ils caviardaient mon texte, ils supprimaient les descriptions, tout ça chez Hachette, à la bibliothèque verte. Alors là, je suis parti aussi.
Et maintenant, je suis au Fleuve Noir, où je me trouve bien. Touchant du bois. Comment vous situez par rapport aux écrivains, disons, d'ordre général, ceux qui sortent des livres dans des belles collections, etc., et qui discutent beaucoup à la télé? Bon, moi, je me situe nulle part, moi. Et eux, où est-ce qu'ils vous situent? Je crois que c'est aux autres de me situer, mais moi je ne me situe pas. Maintenant, si vous voulez me situer quelque part, faites-le. Hein. Vous êtes complètement libre, mais moi je ne suis absolument pas concerné. J'écris mes petits bouquins le plus proprement possible. Si je veux écrire un bouquin, je peux faire beaucoup mieux, je le fais, mais bon, je n'ai pas le temps. J'écris mes petits bouquins, j'ai des lecteurs qui les lisent, le reste c'est de l'histoire. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que certains de vos livres ont inspiré des films, ou des scénarios de films? C'est très très possible. C'est très possible que moi j'ai été inspiré par certains autres auteurs et par des films, c'est sûr. Hein. Il est certain qu'on ne voit pas King Kong ou Le Vieux Monde Perdu ou les thrillers avec Humphrey Bogart sans qu'il en reste quelque chose. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Et que Bob Moran ait inspiré d'autres auteurs, c'est très possible, c'est très probable. Ah ben, tant mieux. Hein. Les premières habitudes des aventures de Bob Moran se situaient dans les années 50, qui était une période qui se prêtait bien à l'aventure. Maintenant, est-ce que c'est pas plus difficile justement? Parce que l'époque actuelle se prête beaucoup moins à l'aventure. Oui, ça se prête beaucoup moins à l'aventure parce que bon, il n'y a plus beaucoup de terres ignorées maintenant. Hein. Et puis bon, les Givaros sont en jeans, ils ont des transistors, ils coupent plus les têtes, hélas, il paraît. On peut aller chez eux, on court plus trop de risques maintenant. Mais oui, il est certain. Mais l'aventure, vous savez, l'aventure, c'est qu'un cadre. Hein. Ce qui se passe dans la forêt peut se passer à peu près n'importe où dans les grandes villes. Hein. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai non pas abandonné l'aventure, mais que j'ai un peu changé de style, parce que sinon, si j'avais toujours fait dans les années 50-60 l'aventure, ben, Bob Moran aurait toujours couru après le même trésor, il aurait secouru la même orpheline dans l'embarras. Dans 161 volumes, ça aurait été difficile. Alors le fantastique et la science-fiction. Une science-fiction relativement calme, d'ailleurs très, très accessible à tout le monde, pas celle de Van Vogt du tout. Et une science-fiction, mais seulement ça m'a permis de me renouveler, ça me permet, la science-fiction, le fantastique, de laisser vagabonder mon imagination sans limite. Et au bout de 160 romans, vous n'avez pas peur de vous retrouver à court d'imagination, justement, de refaire une aventure que vous avez... C'est possible que quelquefois, vous savez, il y a peut-être des points communs avec une aventure que j'écrive maintenant, une scène qui s'est passée il y a 10 ans ou 20 ans, mais comme je ne me souviens plus de ce que j'ai écrit il y a 20 ans, puis je pense d'ailleurs que c'est le lot de tous les écrivains qui écrivent beaucoup, forcément ils se répètent. Et je me demande si le public, justement, le succès d'un personnage, le mythe qui est d'un personnage, parce que Bob Moran est devenu un mythe, n'est justement pas dû à cette répétition, à cette sorte de façon d'être. Je ne sais pas, moi je ne cherche pas d'explication. Beaucoup de jeunes ont connu Bob Moran au travers de la bande dessinée. C'est pas tellement mon cas, mais il y en a beaucoup qui l'ont connu à travers uniquement les BD. Comment êtes-vous arrivé aux BD? Parce que ça... Bon, ben, c'est-à-dire que Bob Moran commençait déjà à avoir beaucoup de succès, c'était dans la fin des années 50. Et bien entendu, un journal m'a demandé, on parle beaucoup de Bob Moran, est-ce que vous pourriez faire Bob Moran en BD? Bon, c'était une porte ouverte en plus, j'ai dit oui, on a commencé à faire des BD, puis ça continue, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous pensez des BD? Oh, vous savez, c'est une façon simpliste d'écrire une histoire, mais ça fait partie de notre conscience actuelle et il faut l'accepter avec ses défauts et ses qualités. C'est d'ailleurs la même chose pour les adaptations à la télévision, au cinéma, ça fait partie de notre culture avec un grand K et entre les guillemets. Et bon, il faut l'accepter, hein. On peut dire le cinéma, la télévision, c'est un abrutissement. C'est vrai, ça empêche de lire, c'est vrai, mais il est là, il faut encore une fois, comme je disais tout à l'heure, faire avec. Et du coup, les dessinateurs qui se sont succédés pour illustrer Bob Moran, lequel préférez-vous?
Oh, c'est probablement Vence. Hein. C'était le premier. Non, c'était le troisième. Le troisième. C'était le troisième. Il y a eu Athanasio, il y a eu Forton, il y a Vence et maintenant il y a Coria. Et pourquoi Vence? Parce que c'est le meilleur dessinateur des quatre, tout simplement. Coria, c'est le continuateur de Vence, c'est son beau-frère d'ailleurs. Bon, c'est très propre, c'est très bien ce qu'il fait, mais ça n'a pas le génie de Vence. Ça, on ne peut rien y faire. Hein. Mais Vence a un moment arrêté parce qu'il avait envie de faire ses histoires à lui, il avait fait beaucoup de Bob Moran, il en avait marre, on s'est quitté en très bons termes, on est très très bons amis, et il n'y a pas de problème. Pourquoi avoir changé le nom de Bob Moran dans la version anglo-saxonne de Bob Moran? J'ai entendu dire qu'il s'appelait Dick Winfield ou un truc. Ah non, non, ça, il y a un problème. Vous parlez des logiciels? Ah, c'est uniquement les logiciels? Ah, c'est uniquement les logiciels, hein? Ah, tout ce qui est jeu inspiré par Bob Moran? Oui. Vous les avez vus, ces logiciels? J'en ai vu quelques-uns, il y en a qui sont de qualité légale, quoi. Vous parlez des Bob Moran, des Français? Oui, je crois que c'est Loriciel, je crois qu'ils faisaient ça. C'est chose qui fait ça, non, c'est Infogrames. Infogrames. Oui, ils ont décidé ces logiciels, de les appeler en anglais Lee Enfield. Alors d'ailleurs, je suis en procès avec eux. C'est curieux, pourquoi ils avaient peur? Non, parce qu'ils considéraient que Bob Moran n'était pas assez reconnu en Angleterre. Alors que Lee Enfield, c'est une marque de fusil, bon... alors vous étiez au courant de ça? Oui, j'ai lu ça dans un magazine informatique. Je me suis dit que... Dites-moi, et vous ne savez pas s'il disait, parce que moi j'essaie d'en avoir de ces Lee Enfield, je ne parviens pas à en avoir, vous ne savez pas s'il y avait les romans dedans? Ah, ça je sais pas. Vous ne savez pas? Pour le savoir, il faudrait peut-être aller en Angleterre, voir les programmes. À Paris, on va pouvoir trouver quelque chose. Oui, mais à Paris, c'est les programmes encore Bob Moran. Ah oui, c'est encore les programmes. Enfin, je suis en procès avec eux. Il faudrait voir peut-être en Angleterre, à Londres. C'est seulement pour les logiciels. Ah d'accord, c'est uniquement le logiciel. Oui. D'ailleurs, je suis en train de râler pour ça. Et là aussi, vous avez participé pour les logiciels, vous les avez aidés, non? C'était uniquement le nom. Vous avez prêté le nom de Bob Moran et ils mettez un roman avec. Ils ont adapté ça, ils ont adapté les romans un petit peu. Mais non, ça justement, je suis en procès avec eux. D'ailleurs, je leur ai retiré les droits et enfin, ça c'est la petite histoire à côté, c'est la petite cuisine. Mais en roman, ça continuera Bob Moran. Et c'est édité aussi en anglo-saxon sous le nom Bob Moran? Non, pour le moment, c'est pas édité, parce que comme j'ai changé beaucoup d'éditeurs, pour le moment, il n'y a plus d'édition, mais quand ça a été édité en Allemagne, tout ça, en Angleterre, c'était toujours Bob Moran partout. C'était édité dans combien de pays? Oh, c'était édité dans une douzaine de langues. Une douzaine de langues? Oui, mais pour le moment, c'est statu quo, parce que j'attends de tout refaire démarrer avec la production des films TV. Hein. Alors je vais tout faire redémarrer. Il y en a maintenant qui vont paraître sous le nom de Bob Moran à partir du mois prochain en Hollande, en néerlandais. Et puis ça va sans doute paraître en Allemagne, je vais continuer. Enfin, je n'en fais pas une affaire très... Vous savez, il ne faut pas croire qu'une traduction, c'est très très intéressant pour un auteur. Hein. Parce que on traduit, primo, c'est toujours plus ou moins trahi. Hein. Bon, mais ça, comme on ne lit pas nécessairement la langue, on évite surtout de le lire. Alors, on a un gros avaloir sur le tirage, et puis on touche que dalle, parce qu'on n'a jamais de contrôle. Alors, c'est pas tellement une affaire intéressante, c'est intéressant pour le rayonnement du personnage, mais ça va pas tellement plus loin. Ça doit quand même faire plaisir d'être... Ah, de toute façon, ça fait plaisir. Mais c'est pas, je parle du rayonnement du personnage, le plaisir de l'auteur est compris dans ce rayonnement. Et de tous les pays, dans quel pays il a le plus d'impact, Bob Moran? Oh, c'est en francophonie. Francophone? Hein. Ah oui, oui. C'est toujours comme ça, c'est toujours dans le pays. On dit que nul n'est prophète dans son pays, mais c'est toujours dans le pays où on crée un personnage que le personnage a du succès. C'est tout à fait normal. Bon, Tarzan, on ne peut pas comparer le succès que Tarzan a réussi avec celui qu'il a eu aux États-Unis. Comme les romans de Karl May, les westerns de Karl May allemands ont beaucoup plus de succès en Allemagne. Ils sont toujours réédités en Allemagne. Ici, on les a complètement oubliés. Non, ça c'est complètement
normal parce que c'est écrit dans la langue originale. Le personnage a des réflexes francophones, des réflexes français, des expressions françaises, une façon d'être française qui paraissent un peu bizarres aux États-Unis. Le contraire n'est pas vrai, parce que nous acceptons bien les réactions américaines, tout ça. Nous, ça va bien, mais ça, c'est tellement général. L'étendue de la culture américaine que bon, c'est inutile d'essayer d'en faire le tour, essayer de chercher une explication, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut croire qu'elle est bonne. Au cinéma, revenons au cinéma. Est-ce qu'il y a des films récents, c'est-à-dire dans les 10 dernières années, qui vous ont vraiment beaucoup marqué? Non. Aucun? Non, le cinéma actuel me déçoit beaucoup parce que c'est un cinéma en général qui est très tiré en longueur. On bavarde beaucoup, il y a des trous, il y a des scènes qui sont allongées. C'est pas bien fabriqué comme le cinéma était fabriqué à l'époque du Star System. On fabriquait ça un petit peu comme des boîtes de conserve, mais seulement c'était très bien aligné, c'était très bien dosé, il n'y avait pas de bavardage. Tandis que maintenant le cinéma est très décevant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps à autre un bon film. J'ai très bien aimé par exemple des films comme, je vais vous citer quelques noms, j'ai bien aimé Conan par exemple. J'ai bien aimé Terminator avec Schwarzenegger. J'ai bien aimé, il y en a d'autres, Angel Heart. J'ai bien aimé, attendez encore, je vais encore en chercher un. Oui, cette histoire qui se passe dans un San Francisco où il pleut toujours, là. Film américain aussi. Ah, c'est Capricorn One, non? Non, c'est Blade Runner. Blade Runner, ça j'ai bien aimé, ce sont des très très grands films. Donc vous voyez, ce genre de film me plaît beaucoup, et c'est en général d'ailleurs des films de science-fiction d'aventure. J'ai bien aimé Indiana Jones aussi. Le premier, j'ai moins aimé le deuxième. Il paraît que le troisième est excellent, mais je ne l'ai pas vu. Il est moins bien. Ça dépend sur quoi. Nous-mêmes, on a tendance à se fatiguer des suites. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des suites au cinéma? Bon, en général, le deuxième est moins bon que le premier. La plupart du temps? Ouais. Et sauf rare exception, c'est toujours le même problème. On a l'impression de discuter de ça à midi en mangeant, et on se pensait que le cinéma était sur une mauvaise voie, en prenant sa direction des séquelles. Oui. Il n'y a pas un problème de scénario, certainement, c'est ce qu'on pense. Non, je crois que finalement, on l'a sorti. Bon, il n'y a plus rien à dire. Hein. Alors on essaie de trouver des nouveaux trucs qui ne sont pas toujours bienvenus, parce qu'on essaie de les trouver à ce moment-là. La première fois, c'est venu tout naturellement. On est parti d'un bon roman, d'un bon script. Bon, c'était venu bien, c'était bien en boîte. Et puis alors pour le second, on s'est dit, bon, maintenant, pas de problème, ça doit être différent, il faut ajouter des trucs. Alors on ajoute des trucs, et ces trucs, ça va pas. C'est pas toujours vrai, par exemple. Mais là, je remonte plus loin dans le temps, je suis en 34-35, La fiancée de Frankenstein était bien meilleure que le premier Frankenstein. Bien meilleur, c'est un grand mot parce que le premier Frankenstein était bien, mais La fiancée, The Bride of Frankenstein, était bien supérieure à son modèle. Au premier. Et parlons de nouveautés, qu'est-ce que vous pensez du cinéma gore? Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas parce que primo, c'est tellement forcé que ça fait rigoler, en général. Et puis c'est facile, hein, c'est facile de couper des pattes. Seulement, c'est plus facile de faire croire qu'on coupe une patte quand on ne le voit pas. Alors, j'aime pas le cinéma gore, j'aime pas. Vous préférez que ça soit suggéré plutôt que montré? Oui. Par exemple, j'ai vu hier soir Basket Case, j'ai trouvé ça absolument ridicule. On n'a pas une seule réaction de panique, de terreur, de frisson. Il n'y a rien là-dedans. Ces têtes sont en carton-pâte. On était beaucoup plus influencés, beaucoup plus choqués avec le Freaks de Todd Browning. Hein. S'ils avaient mis dans leur film ici des vrais Freaks, alors là oui, on aurait été comme ça avec ces trucs, c'était pas possible. Hein. Et vous l'avez pris comme ça? Je sais pas, quand j'ai vu le film, moi ça m'a semblé être une comédie directement. Un carnaval, hein?
Basket Case 2, oui, c'est une réunion de copains qui rigolent ensemble en fait. Ouais, c'est ça. Ça se prend pas au On va sérieux. faire une grosse tête là, comme ça, et on va tourner. Mais bon, moi je veux bien qu'ils s'amusent, mais je veux m'amuser aussi. Hein? Vous trouvez pas ça drôle? Non, je trouve pas ça drôle. Il y a un film demain qui s'appelle Nightbreed. Je ris beaucoup plus avec les Marx Brothers. Hein. Ah oui, ça. Je crois qu'il y a un film demain qui pourrait peut-être vous plaire, c'est Nightbreed. Ça le rejoindrait d'après les articles, les critiques qu'on a lues qui viennent des États-Unis, Esprit de fric justement. Où les monstres ne sont pas uniquement les monstres. Ils ont une histoire, ils ont une substance qui en fait des personnages à part entière et pas seulement des repoussoirs de la société. Ouais, je ne sais pas, je vais le voir. Il passe au concours? Il passe demain soir à vendredi. Il passe demain à 4h. Je verrai alors. De toute façon, puisque je suis président du jury, je vais me les farcir tous. C'est pas trop difficile, non? J'en ai vu un là tout de suite qui s'appelait Blind Terror. Oui, Blind Terror. Bon, il y a des longueurs, on parle beaucoup. À un certain moment, c'était pas un mauvais thriller parce que c'était bien amené. Le monstre, c'est le monstre de Frankenstein, simplement. Il marche un peu de la même façon. Il a aussi des trucs au lieu d'avoir les alas. C'est un bon thriller sans plus. Un thriller un peu fantastique. Est-ce que vous avez vu le festival pour l'instant? Alors moi j'ai assez bien aimé, c'est quand même celui que je préfère pour le moment. J'ai assez bien aimé Burbs. Vous l'avez vu? En France, il sort directement en vidéo. C'est bien parce que c'est une petite ville, un suburb, ça vient de suburbs. C'est une sorte de petit quartier à l'extérieur d'une ville où il y a des gens qui ont une petite rue, ils se connaissent tous, et alors il vient des étrangers dans une maison un peu à la... ces vieilles maisons en planche, là, et alors ils vivent là-dedans, c'est très bizarre, on se demande ce qu'ils fabriquent, ils font des trous, on trouve le chien trouve un tibia, tout ça, alors il y a tout le monde qui se lie pour savoir si on s'introduit chez eux, on cherche. Et alors il y a évidemment la part des gens qui sont différents dans un quartier qu'on n'aime pas parce qu'ils sont différents, et finalement on se dit oui, bon, on attaque ces gens, on a visité leur maison, on a même détruit leur maison, et finalement c'était réellement des monstres, un docteur qui tuait. Mais il y a un côté très humain, très naturel, très bien fait, qui m'a plu, beaucoup plus que les masques de carton-pâte d'hier soir. Et le film de ce matin? C'était quoi ce matin? Spontaneous Combustion. Ouais, c'était bien, sans plus. Pas de surprise encore une fois? Non, pas de surprise, bon. Et puis c'était tellement farfelu. Parce que l'idée des monstres hier soir, c'est pas farfelu qu'une femme mette des monstres chez elle, des monstres, comment on les appelle ces monstres-là? Il y a un nom à ça. Kératélogiques. Hein, il y a un nom, les monstres kinésdiformes, kératologiques. Et qu'elle les prenne et qu'elle les mette chez elle, c'est bien. Donc c'est très naturel, bon, que les têtes soient absolument impensables, que ce soit tous des monstres invivables. Le gars qui n'a qu'une tête, une épaule, et qui a un pied ici, et qui baise encore. Je me demande avec quoi il baise d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on s'est tous posé la même question. Hein? Bon, enfin ça c'est bon. Et ça c'est naturel, mais enfin ce gars, ces gens qui ont été irradiés, qui transmettent l'irradiation par une tache au fils, c'est un peu farfelu quand même. Ben, finalement, avec le fantastique, on est en plein royaume du farfelu, heureusement d'ailleurs. Ouais, mais enfin un peu de réalisme fait pas de mal de temps en temps, quoi. Enfin de se rapprocher. Autrement, c'était bien construit, hein. C'était bien filmé. C'était bien fait. Le film qu'on a vu cet après-midi, à part quelques longueurs, quelques dialogues un peu trop longs, là, était bien fait aussi, mais par exemple des films comme j'ai vu là, Society, ou bien l'histoire avec le gars qui a sa morte chez lui, là. Living Dolls, c'est pas des films bien construits, ça ne tient pas ensemble. C'est ce que je dis toujours, pour faire un bon film, il faut avant tout un bon script. C'est la même chose pour une bande dessinée, il faut avant tout un bon scénariste. Et c'est justement ce qui manque maintenant, des gens qui font des bons scripts, et
et les scénaristes, et les bons scénaristes pour la bande dessinée. Vous savez, avant quand les Américains faisaient des scripts, ils s'adressaient à des maîtres. Hein. Le cinéma américain a été fait par des Ben Hecht, des William Saroyan, des Raymond Chandler, peut-être, je crois, que Dashiell Hammett en a fait aussi. Alors, c'était des maîtres dans l'art du script, mais je crois qu'il y en a de moins en moins. Oui, ça donne l'impression que ça donne. Quoi. Toutes ces suites tendraient à prouver qu'il n'y a plus tellement d'imagination. S'il faut tirer sur un héros jusqu'à et puis, il ne faut pas seulement l'imagination, il faut que ça tienne ensemble, qu'il y ait une unité réelle, et ça manque, je sais bien, notamment en bande dessinée, on se plaint de ne plus avoir de bons scénaristes. Dans les bandes dessinées classées, justement, je vois derrière Superman, tout ça. Est-ce qu'il y a des personnages qui vous ont marqué? Les bandes dessinées? Non. Ces personnages, non, ne m'ont pas tellement marqué, non. Ce sont plutôt les personnages de mon époque, de ma jeunesse, qui m'auraient marqué. Des trucs comme Mandrake, ou bien Flash Gordon. Luc Bradfer aussi? Luc Bradfer aussi, oui. Mais enfin, je ne peux pas dire que ça m'a marqué d'une façon extraordinaire. Non. Je ne suis pas un amateur fanat de la BD. Au niveau de la littérature, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont particulièrement marqué? Oui, mais là, il y en a tellement, quoi. Dans le fantastique, par exemple? Oh, dans le fantastique, il y a genré, hein, bien sûr. Harry Dixon, moi, j'y vais Harry Dixon tous les 15 jours quand j'étais môme. Hein. Quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'achetais mon Harry Dixon tous les 15 jours. Nous, c'était Bob Moran. Voilà. Et je les foutais en l'air tout de suite, hein, sans savoir que ça aurait valu des fortunes plus tard. Ça ne m'empêche pas d'avoir la collection complète. Hein. Des fascicules des années 30, j'ai tout. Et dans les écrivains américains les plus connus comme Simak ou... Oui, mais ça c'est déjà un peu après ça, oui, bien sûr. Tous ces grands écrivains comme Simak, comme j'en ai cité un tout à l'heure. Van Vogt. Van Vogt, tout ça c'était... Bon, il y a des mauvais Van Vogt, mais il y a de très bons Van Vogt comme La Faune de l'espace, tout ça, je peux beaucoup aimer, bien sûr. Est-ce qu'ils m'ont influencé? C'est possible, c'est possible. Alors moi j'ai bien aimé jadis des gars comme Jack London, Conan Doyle, Edgar Rice Burroughs. Ça, ce sont des gens qui m'ont certainement marqué. Côté roman populaire, hein, à côté de ça, j'ai quand même une assez grande culture littéraire. Il y a des gens comme Sandrard, comme Giraudoux, tout ça que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours beaucoup, mais qui ne m'ont pas influencé dans mon œuvre parce que c'est pas le même créneau. Hein. Alors il y a évidemment Genré, toute l'œuvre de Genré qui m'a beaucoup influencé, que je l'ai lu depuis le début. C'était un de mes très grands amis. Ça c'est une œuvre qui m'a certainement peut-être influencé, peut-être, mais plus certainement. Et comment est-ce que vous êtes perçu par rapport au milieu littéraire belge ou francophone? Oh, je suis absolument négligé, hein. Complètement? Oui, quasi. Pas complètement, mais je suis négligé à l'échelle supérieure. Par exemple, dans le dictionnaire de la littérature francophone belge, je n'y suis pas. Alors qu'il y a d'autres écrivains, comme Hergé, par exemple, qui n'a jamais écrit une ligne, lui, et pourtant son œuvre n'est quand même pas une œuvre de haute littérature. Je n'y suis pas, peut-être parce que je n'ai jamais été lécher les bottes de tous ces mecs, et que je n'irai jamais, que je les emmerde copieusement. Mais à côté de ça, les Athénées, les écoles, les lycées m'invitent. On écrit des thèses d'université sur Bob Moran, je suis quand même ici président, tout ça, bon alors le reste je m'en fous, ces espèces de cons en gilet rayé, je les emmerde copieusement, ils mourront avant moi et dans 2 ans on n'en parlera plus d'eux, tandis que de Bob Moran on en parlera encore dans 10 ans, moi j'espère. Vous comptez faire quelque chose de spécial pour le 200e? Ouais, c'est quand même loin ça, c'est tout ça. Il y en a quand même 40, hein.
Il y a quand même une petite quarantaine à faire d'ici là. Bien. Vous êtes heureux d'avoir un fan club? Bah écoutez, on est toujours un peu pute, hein, ça fait plaisir, hein, que voulez-vous, hein. Je vais pas dire non, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, tout ça. Bon, ça me ferait plaisir aussi si j'étais dans le dictionnaire, je dis pas que ça me ferait pas plaisir. Mais bon, j'y suis pas, voilà, et ça me fait plaisir d'avoir un fan club, et bon, c'est tout. J'aime bien quand on vient me dire, ah, votre bouquin était bien, le dernier bouquin, c'est chouette, Henri Verne, ceci, ben, c'est bien, parce que c'est humain, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas dire le contraire, ça vous ferait plaisir à vous, à tout le monde, hein. Quel effet ça vous a fait d'entendre la chanson Indochine quand elle est sortie? Ouais, bon. Ça vous a fait plaisir? Mais encore une fois, ça m'a fait plaisir parce que les petits gars, c'est peut-être pas des grands musiciens. Leur musique est toujours semblable à elle-même. Mais que ça, c'est quand même intéressant de voir que des jeunes gars se décident de faire un petit groupe et prennent Bob Moran pour leur première chanson et ils en vendent plus d'1 million. Et ça a bien marché. Ça a bien marché, hein. Ils n'ont rien fait de mieux depuis, hein. Bon, mais enfin, ça fait toujours plaisir aussi. Vous les avez rencontrés, je crois, j'ai vu une émission. Je les ai rencontrés, oui. Bon, c'est pas de la grande musique, mais bon, puisque Beethoven était mort, j'ai dû me contenter d'Indochine. De toute façon, si ça avait été Mozart, avec son caractère, j'aurais certainement eu des emmerdes avec eux. Et au niveau de la musique, vos goûts se portent vers quoi plutôt? Ah, le jazz, hein. Quelle période du jazz? Le jazz symphonique? Non, le bon vieux jazz bien solide, Duke Ellington, Armstrong, Count Basie. Ça, c'est ce jazz-là que j'aime. D'autres musiques aussi? Des musiques plus récentes aussi? Oui, il y a des musiques que j'aime bien, oui. Des musiques américaines qui sont très très chouettes au point de vue. Chez les Français, je vais plutôt, moi, vers les chanteurs à texte. Hein. Le type Nougaro, etc. Oh, pas tellement Nougaro. Nougaro, j'aime pas tellement, c'est un peu du faux jazz. Non, mais j'aime bien, comment il s'appelle celui qui a sa mère, la grosse comique, là. Sardou? Sardou, j'aime bien Sardou, j'aime bien tous les autres de cette classe-là. Hein. Je ne parle pas, bien entendu, de Brel que j'adore. Je me suis engueulé la seule fois que je l'ai vu avec lui, mais ça c'est une chose. Traîner, bon, n'en parlons pas, c'est du génie. Brassens aussi, bon, ça c'est Mozart d'une vingtaine d'années, ça. Mais autrement, j'aime beaucoup Mozart, j'aime beaucoup les classiques du XVIIIe en général, Telemann, Bach, Vivaldi, mais j'aime bien le jazz bien solide avec du Clinton, Billie Holiday, des quelques...